On va tout de suite poursuivre avec le professeur Lecoq, président de la SOMSA, qui va nous parler des lésions chondrales du sportif et l'effet des PRP. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de l'effet éventuel des PRP dans les lésions articulaires, donc dans les arthropathies. Alors j'ai de la chance parce que c'est manifestement dans les articulations que les PRP sont les plus actuellement avancés du point de vue résultat. Donc effectivement, comme vous le voyez, ce sujet est extrêmement intéressant puisque les publications sont carrément explosives depuis quelques années, de manière exponentielle. Vous voyez que au début des années 2010, il y en avait quand même déjà 170, c'est pas mal, mais les 4 années suivantes, donc les 4 dernières années, eh bien, il y en a eu près de 500, et il y en a déjà eu presque 10 au cours du mois de janvier, donc il y a déjà énormément de publications. Alors, le congrès de la Société française de médecine de l'exercice et du sport, associé à la Société française de traumato du sport, a déjà fait 2 symposiums sur le sujet. Le premier en 2012 à Grenoble, et puis le dernier plus récemment au Havre en 2018, qui était le rendu de toute une journée à l'INSEP sur le sujet. Alors effectivement, l'élément essentiel, c'est savoir est-ce qu'il y a vraiment des preuves d'efficacité. Je vais donc vous faire une analyse rapide essentiellement des études randomisées contrôlées, les ERC, et des méta-analyses qui permettent de donner des résultats objectifs. Alors, je vais commencer par les résultats qui avaient été donnés au congrès de la SFMS-SFTS de 2018. C'était le docteur Marc Bouvard à Pau qui avait fait le rendu de la journée INSEP donc sur ce qui était arthropathie, et vous voyez qu'il avait trouvé 24 publications de 2012 à début 2018. L'essentiel, c'était donc versus, on compare les PRP à l'acide hyaluronique, qui est le traitement infiltratif actuel de l'arthrose. C'était essentiellement dans la gonarthrose. Il y avait eu 3 publications dans la coxarthrose et puis une pour une lésion chondrale focalisée du talus. Et il y avait quand même déjà, ce qui est extraordinaire, il y avait quand même déjà 6 méta-analyses alors qu'il n'y avait que 18 ERC. Enfin bon, c'est la tendance actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Eh bien, sur les 24 études qui avaient été analysées par Marc Bouvard, eh bien, les études reposaient essentiellement sur l'analyse de la douleur, sur la fonction, notamment pour le genou, le WOMAC, le COS, la qualité de vie. Le suivi ne dépassait jamais 12 mois et il avait constaté que 21 études sur 24, le PRP était supérieur à l'acide hyaluronique ou au placebo. Il y avait une étude où c'était au contraire négatif, mais c'était pour la hanche, et puis 2 études où il y avait sur plan statistique, toujours bien entendu, un résultat équivalent pour les 2 types de produits. Mais le seul problème, c'est que toutes les méta-analyses concluent qu'il n'y a pas de preuve de certitude, c'est simplement des niveaux de preuve faibles. Tout simplement, ça correspond à ce que disait Jean-François à l'instant. Il n'y a pas de standardisation des PRP. La plupart des études n'analysent pas la composition du PRP qui est injecté. On ne sait pas quel est le type commercial qui est utilisé, si c'est le cas. Les pathologies sont souvent inhomogènes. Il y a des formes graves et des formes précoces de gonarthrose, etc. Et puis souvent, pratiquement toutes les méta-analyses concluent à une mauvaise qualité méthodologique des ERC. Donc, il y a quand même des éléments de preuve. 21 sur 24, c'est beaucoup, mais avec un niveau de preuve qui reste faible. Alors, j'ai commencé, moi, mon analyse de la littérature, bien à partir de début, mi-2018. J'ai quand même retrouvé, donc, en 1 an et demi, à peu près, 8 ERC et 6, encore une fois, 6 méta-analyses, donc des nouvelles, que je vais présenter très, très brièvement, rassurez-vous. Alors, pour les ERC concernant la gonarthrose et l'acide hyaluronique, il y en a une première, vous voyez, où sur 58 patients avec 3 injections suivies pendant 6 mois, eh bien le PRP globalement est supérieur statistiquement à l'acide hyaluronique. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont fait des IRM et qu'ils ont avant et après, et ce sont d'ailleurs les seuls, on y reviendra tout à l'heure, c'est les seuls à constater une amélioration d'au moins 1 grade par rapport à avant, donc 14 patients sur 30 pour les PRP et seulement 2 sur 28 pour l'acide hyaluronique. Donc il y a une vraie différence significative. Donc ça c'est quand même un résultat particulièrement intéressant. Une autre étude
chinoise, sans coronavirus a priori, et donc à partir sur 120 patients, eh bien, là il y avait 3 groupes, il y avait aussi un groupe de corticoïdes, eh bien, à 3 mois, il n'y avait pas de différence significative, les 3 groupes donnaient les mêmes résultats, et ce n'est qu'à partir de 6 mois, et pendant 1 an, que les PRP sont supérieurs aux 2 autres produits. Donc au début, et ça on le retrouvera assez régulièrement, au début il n'y a pas de différence significative, la différence n'apparaît qu'à 6 mois ou 1 an. Toujours dans la gonarthrose, eh bien, un autre asiatique, disons, a publié sur 87 genoux, toujours avec 3 injections, suivi 1 an, avec là aussi un 3e groupe, mais qui était du sérum physiologique. Là aussi, le PRP, heureusement, est supérieur au placebo. Il n'y a pas de différence entre l'acide hyaluronique et le placebo. Et pour tout ce qui est tous les scores dont j'ai déjà parlé, eh bien, le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique avec une amélioration, comme je viens de vous le dire à l'instant, qui progresse avec le temps. C'est-à-dire que les résultats, la différence est beaucoup plus nette à 12 mois qu'à 1 et 6 mois. Une autre étude, alors toute récente, qui a été publiée il y a quelques jours, en janvier de cette année, sur la coxarthrose, et là également avec un suivi à 1 an, mais une seule injection dans la hanche. Le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique, avec les scores utilisés, notamment la consommation dentalgique qui diminue de manière significative. Et il constate que les résultats est meilleur si on le fait sur une forme récente et précoce par rapport à des formes tardives. Alors je passe plus rapidement sur d'autres ERC. Il y a une ERC qui confronte les PRP à la prolothérapie dont vous parlera le docteur Schultz cet après-midi, je crois. Et donc là, il y avait une supériorité des PRP par rapport à l'injection de dextrose à 2 et 6 mois. Une autre étude qui a été faite versus les ondes de choc, et donc là aussi, les PRP plus ondes de choc sont supérieurs aux PRP seuls ou aux ondes de choc seuls, donc l'association serait peut-être intéressante, mais avec là malheureusement un suivi extrêmement court, parce que 5 semaines, on l'a bien vu, ça n'apportait pas grand-chose. Alors, deux autres études, enfin de la même équipe, Kaminsky en 2018 et 2019, ont fait quelque chose d'intéressant, mais en milieu chirurgical, en ce sens qu'ils ont dans une première étude injecté du PRP dans la fissure méniscale, dans des formes qui peuvent être aiguës, enfin traumatiques, et ils ont regardé la cicatrisation à 18 semaines. Et donc, ils ont constaté que le PRP était supérieur à l'injection de sérum fils, sachant que par ailleurs, ils sont pris en charge dans le cadre de l'arthroscopie par le chirurgien, bien entendu, avec une amélioration qui est supérieure encore à 42 mois, donc sur le plan des aspects fonctionnels et de la douleur. Ils ont fait une étude un peu différente l'année d'après sur les lésions chroniques dégénératives méniscales sur 72 patients. Et là aussi, après prise en charge chirurgicale, avec injection de PRP et contrôle par arthro-IRM, eh bien, ils ont constaté une amélioration également sur les signes, sur la fonction et sur la douleur. Donc c'est un aspect bien particulier fait en chirurgie et qui relève plutôt de ce cadre, mais qui est peut-être intéressant en paire opératoire. Alors venons-en aux méta-analyses, les 6 méta-analyses. Alors il y en a 2 qui sont sur la gonarthrose, la première regroupe également 13 ERC, et là aussi les auteurs concluent que le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique à 6 et 12 mois, que ce soit pour la douleur, pour les scores fonctionnels, mais par contre, vous voyez que la douleur qui était améliorée à 6 et 12 mois ne l'était pas à 3 mois, et lorsque, selon le mode de mesure, à 6 et 12 mois, c'était le WOMAC douleur, alors que à 3 et 6 mois, c'était la classique EVA. Donc là, il y a quand même un petit doute, et il conclut qu'il n'y a pas de preuve nette, enfin de certitude, il n'y a que des preuves à minima que le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique, essentiellement compte tenu du fait que l'ensemble de ces études sont plutôt globalement de qualité méthodologique moyenne. Alors, maintenant, on va de plus en plus, dans tous les domaines, de plus en plus loin, parce que maintenant, il y a des méta-analyses de méta-analyses, parce que chaque méta-analyse peut être faite avec une méthodologie différente, et donc il est
il est, j'allais dire, de bon ton de se demander si la méta-analyse elle-même a été faite avec une méthodologie correcte. Donc cet auteur, cette année, enfin l'année dernière, a fait une méta-analyse de 4 méta-analyses, et donc il en a conclu qu'à un an, il y avait 3 méta-analyses sur 4 où on pouvait conclure que le PRP était supérieur à l'acide hyaluronique, et il y avait une méta-analyse où on pouvait conclure que le PRP était de même niveau d'efficacité que l'acide hyaluronique. Et un élément très important dont tu as déjà parlé, sur lequel je reviendrai, c'est qu'il n'y a pas de différence d'effets secondaires qui sont relativement faibles. Pour la coxarthrose, quand même 2 études de méta-analyse, alors qu'il y a quand même très peu de RC, donc les deux en 2018. Alors, l'une a conclu qu'il y avait une très faible preuve, il y a une preuve, et elle est très faible, que le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique, donc il conclut que ce n'est pas recommandé en l'état actuel de nos connaissances. Et puis une autre étude où le PRP est égal dans son efficacité à l'acide hyaluronique à 6 et 12 mois pour la douleur et la fonction, donc des résultats très moyens. Dans des méta-analyses qui concernent l'ensemble de l'appareil locomoteur, y compris les tendinopathies, les muscles, etc., un auteur qui a eu du courage a évalué comme 78 ERC sur l'ensemble des pathologies de l'appareil locomoteur et conclut qu'il n'y a des preuves que pour l'épicondylite et la gonarthrose, avec une diminution de la douleur. Et alors, une autre méta-analyse globale est particulièrement intéressante, j'y reviendrai, parce qu'elle comporte non seulement des études cliniques, mais des études in vivo animales et également des études in vitro, et conclut qu'il y a des preuves d'études in vitro de l'action des PRP sur le cartilage proprement dit. Et puis, comme presque toutes les méta-analyses, il conclut que la qualité des études cliniques est mauvaise, que les études ne sont pas comparables, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas de standardisation, etc. Donc on peut, au terme de toute cette analyse, de 2012 à janvier 2020, il y a au total 38 études, que ce soit des ERC, des méta-analyses. Globalement, on peut conclure qu'il y a la preuve actuellement que les PRP sont bénéfiques, et en tout cas sont supérieurs à l'acide hyaluronique dans la gonarthrose. Mais c'est prouvé que dans la gonarthrose pour l'instant, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas dans d'autres articulations ultérieurement, mais que globalement, encore une fois, il n'y a pas de preuve de certitude, car le niveau de preuve est relativement faible en raison, encore une fois, des insuffisances de méthodologie, de standardisation, de ciblage des pathologies. Alors, est-ce qu'il y a une action réellement régénérative sur le cartilage? Ça reste très controversé, tu l'as déjà abordé. Alors, en ce qui concerne l'IRM, il y a une étude de 2018 qui dit que non. Lorsque ils ont fait, là aussi c'est toujours la gonarthrose et c'est toujours PRP versus acide hyaluronique. Une première étude, eh bien, ils n'ont pas constaté de différence de grade à un an, et donc de l'épaisseur du cartilage ne s'est pas modifiée, alors que l'étude dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, de Lisi, a montré qu'il y avait au moins le gain d'1 grade à 6 mois. C'était 14 sur 30, alors que l'acide hyaluronique, c'était, je crois, 2 sur 28. Et puis, sur le plan biologique, la méta-analyse dont je vous ai parlé à l'instant de FIS en 2019, qui aborde également des études in vivo et in vitro, avec l'action, surtout dans les premières heures, a bien montré qu'il y avait vraiment une action cellulaire, que ce soit la viabilité, la prolifération, la migration, la différenciation des cellules, et qu'au terme de ces actions, il y a réellement, d'après l'analyse de toutes ces études, donc qui est toute récente de 2019, cette méta-analyse, eh bien, une amélioration histologique du cartilage dans 3/4 des études. J'en ai cité quelques-unes. Donc il y a un vrai effet régénératif, donc une vraie amélioration de la chondrogénèse. Et puis en plus, bon, c'est pas, mais ça intervient bien sûr dans l'efficacité. Il a été constaté, que ce soit in vitro ou in vivo, une diminution de l'inflammation dans le 3/4 des études in vitro. Alors quelles sont les indications? Vous voyez que les indications, c'est la gonarthrose, avec comme but actuellement de viser l'antalgie, le gain fonctionnel et globalement, d'une manière générale, le gain de qualité de vie. Et puis, pour l'instant, dans quel type de gonarthrose faut-il les utiliser? La plupart des auteurs, et tu l'as dit, préconisent de le faire dans les formes plutôt précoces et modérées, mais il y a une ERC récente de cette année, enfin de 2019, sur près de 60 patients, qui montre qu'il n'y a pas de corrélation entre le score IRM, mesuré par le score Worms, de lésions articulaires, et la réponse clinique, ce qui fait qu'on peut avoir de très bonnes raisons, de très bonnes réponses
dans des formes évoluées et pas du tout de réponse dans des formes précoces. Donc il n'y a pas de corrélation. Donc c'est un élément intéressant, mais l'étude est toute récente, il faudra peut-être la confirmer, qu'on peut faire des PRP également dans des formes déjà avancées. Alors, le problème actuellement, c'est où mettre les PRP dans toute la panoplie que nous avons à notre disposition. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de continuer, on l'a dit, des activités de rééducation et d'appareillage du genou. Pour ce qui est de l'acide hyaluronique et des corticoïdes, à l'heure actuelle, on a quand même tendance à attendre un échec de ces traitements avant de passer au PRP, mais ça reste discuté, et plus ça va, plus on aurait tendance à le faire d'emblée. Voilà. A fortiori, bien sûr, s'il y a une contre-indication, par exemple, aux corticoïdes ou chez le diabétique, etc. Quant à la toxine botulique, qui n'est pas, pour l'instant, en intra-articulaire, bien connue, enfin bon, il y a pas mal d'études dont le professeur Isner a parlé à plusieurs reprises, et bien là, il n'y a pas pour l'instant de confrontation PRP, toxine botulique, ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine étude, mais pour l'instant, on confronte la toxine nous aussi, à l'acide hyaluronique. Alors pour la chirurgie, alors là, je pense qu'il y a vraiment toute une discussion pour savoir quand est-ce qu'on met les PRP par rapport à la chirurgie. Alors bien sûr, s'il y a une contre-indication à la chirurgie, problème de mauvais état général ou problème d'anticoagulant, etc., enfin un problème bien particulier, c'est bien sûr assez logique d'essayer les PRP. L'idée de retarder la prothèse, pourquoi pas, bien sûr, puisqu'il y a un effet bénéfique, avec peut-être une régénération, mais pour l'instant, on ne peut pas le dire, d'autant plus que, comme vous avez vu, la plupart des études ne dépassent pas 1 an de suivi. Alors, encore une fois, comme je l'ai abordé pour l'étude intraméniscale de Kaminsky en 2018 et 2019, l'intérêt de les associer en faisant des injections intraméniscales dans la fissure, c'est intéressant. Et puis, on se pose la question, parce qu'il y a eu quelques études aussi, dans les greffes en mosaïque ou dans les microfractures, dans la chirurgie chondrale, d'y associer du PRP en paire opératoire. Et puis, manifestement, sans arriver jusqu'à la gonarthrose, eh bien, dans les chondromalacies, dans les chondropathies fémoro-patellaires ou dans les lésions du condyle, pourquoi pas. Alors les autres articulations, vous avez vu que la hanche, pour l'instant, il y a eu pas mal d'études, il y a eu même plusieurs méta-analyses, mais les preuves sont insuffisantes. Il y a des publications, ce que j'ai fait là n'est pas exhaustif parce que sinon ça aurait été un petit peu trop long, donc sur le talus, notamment pour les défects de l'angle supérieur, médial ou latéral. Il y a une étude que j'ai pas présentée, mais également à versus prolothérapie pour les lésions du talus. Il y en a 2 ou 3 autres. Et il y a même maintenant une méta-analyse de 2018. Voilà. L'épaule, il y a quelques publications un peu éparses, donc sans vue d'ensemble. Il y a maintenant pas mal de travaux sur les disques intervertébraux dégénératifs. Je vous ai mis la liste ici. Alors vraiment dans le disque, avec des études cliniques, je vous en ai mis là, mais je ne rentre pas dans les détails, que ça sort un peu du sujet de la médecine du sport. Il y a une étude aussi chez l'animal. On en fait un peu dans toutes les autres articulations. Il y a eu des publications pour la sacro-iliaque, pour le pouce. Alors, il y a énormément de publications, je l'ai mis entre parenthèses, pour l'arthrose de l'articulation temporomandibulaire, mais enfin, on s'éloigne de la médecine du sport. Et puis, de plus en plus, il y a les 2 articulations, mais même dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a des essais. Alors, quelles sont les contre-indications ? C'est bien sûr qu'il faut un diagnostic de certitude, ce qui veut dire qu'il faut que la personne qui va faire l'injection de PRP ait vu le patient avant, donc il ne faut pas nous les envoyer tout de suite, on leur saute dessus pour leur injecter du PRP dans le genou par exemple. Il faut donc une consultation préliminaire pour confirmer le diagnostic et la bonne indication. Bien sûr que chez des patients en très mauvais état général, c'est peut-être pas, en l'état actuel de nos connaissances, c'est peut-être pas indiqué. Pour l'instant, pour les infiltrations précédentes, on a tendance à récuser lorsqu'il y a eu ou attendre s'il y a eu des corticoïdes dans le mois précédent. Le problème de l'épanchement reste discuté. Faut-il le faire? Faut-il assécher l'épanchement par un corticoïde par exemple et puis le refaire qu'un mois et demi après? Je ne sais pas. Quant au trouble de la coagulation, ce n'est pas en soi une contre-indication puisque vous voyez qu'il y a déjà des études du PRP dans l'hémophilie. Il y a eu plusieurs publications. Bien sûr, s'il y a un anticoagulant, comme toute infiltration intra-articulaire, il faut bien sûr faire une fenêtre thérapeutique, pas pour les antiagrégants, mais pour les anticoagulants, oui. Les effets adverses, il n'y a pas grand-chose, comme Jean-François l'a dit. Il y a parfois une réaction articulaire inflammatoire qui a été rapportée par quelques auteurs. J'ai trouvé dans la littérature
une réaction générale avec un cas d'hypertension, de poussée d'hypertension et de protéinurie, mais sans autres détails. Donc, et puis comme tu l'as dit, donc ce n'est plus considéré comme dopage depuis quelques années. Donc, quel PRP? Alors, je ne rentrerai pas dans les multiples classifications qui, sur le plan pratique, n'ont pas grand intérêt. Donc, les critères de bons répondeurs, et là, je me suis fié aux bons auteurs, vous avez vu, autant aller directement à Dieu plutôt qu'à ses saints. Et donc, voilà ce qui est recommandé: simple centrifugation, absence de leucocytes, enfin, ou le moins possible, et bien sûr des massifs, ça bien sûr, un volume qui varie de 5 à 8 millilitres, de préférence une activation par le calcium, et la concentration pas trop importante, de préférence inférieure à 5 fois la valeur de base, et l'auteur de cette année, là, de 2020, avait proposé ce chiffre comme bon répondeur, quand il avait comparé les bons et les mauvais répondeurs de son étude, 265 que multiplie 10 puissance 3 par microlitre de plaquettes. Nombre d'injections, là aussi on en a parlé, la plupart des auteurs, vous l'avez vu, je suis passé assez vite, mais en moyenne, en général c'est 3 pour la plupart des auteurs, mais il y a une étude, une méta-analyse donc de cette année qui a voulu comparer une versus plusieurs injections. À douleur, il n'y a pas de différence entre une et plusieurs injections. Sur la fonction articulaire, par contre, il y a un net bénéfice à faire 3 injections, mais encore une fois avec une preuve faible. Pour l'intervalle, pour la plupart, c'est 1 semaine. Et dans l'étude de Jean-François Caux, eh bien, c'était, enfin, les bons répondeurs, c'était entre 2 et 3 semaines. J'ai bien lu, voilà. Et une autre RC de cette année, enfin de l'année dernière, pardon. Alors, un cycle, c'est pour cette étude, cette ERC, c'était 3 injections hebdomadaires, et le patient était suivi. Il y avait soit un cycle, soit 2 cycles, avec 6 mois entre les 2 cycles. Eh bien, à 11 mois après les 2 cycles, eh bien, les 2 cycles ont un meilleur résultat, ce qui est assez logique par rapport à un cycle. Les aspects techniques, eh bien, les PRP par rapport à l'acide hyaluronique, eh bien, vous voyez qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a une amélioration lorsqu'on injecte à la fois des PRP et de l'acide hyaluronique. Il y a 3 études, dont une toute récente qui montre qu'il y a un vrai progrès. Et il y a même une étude chez l'animal, in vitro. Donc le geste infiltratif, Jean-François l'a déjà dit, consentement éclairé obligatoire. L'asepsie, c'est majeur. Mais l'avantage pour l'articulation, contrairement au tendon, c'est que c'est une injection qui est relativement peu douloureuse. On n'a pas à se poser le problème de l'anesthésie locale, etc. Donc ça, c'est assez simple. Donc toujours repos, glaçage, pour l'instant, point d'interrogation. Reprise du sport 2 semaines. Pas de kinésithérapie, du moins spécifique à ce geste. Je termine par la perspective. Chancès, mais également Su, en 2018, ont proposé de faire en plus du PRP intra-articulaire, du PRP intra-osseux au niveau des lésions sous-chondrales, osseux sous-chondrales, et à chaque fois, que ce soit pour Michael Sanchez ou pour Su, une amélioration, notamment pour Sanchez dans les gonarthroses sévères. Voilà, donc pour conclure, eh bien, on peut dire à l'heure actuelle qu'il y a quand même des preuves que les PRP sont bénéfiques dans la gonarthrose, mais que ce niveau de preuve est relativement faible, et que, comme tu l'as dit, il y a encore pas mal de boulot, c'est ce que j'ai mis. Il y a un groupe francophone, notamment des 2 sociétés françaises, et de la suite de la journée de l'INSEP. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.